Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle étape de notre parcours 3. Donc je vous laisse reprendre votre classeur de français afin de prendre des notes. Nous sommes sur un deuxième extrait du groupement de textes qui s'intitule Amours interdites. Vous vous souvenez que le premier extrait c'était Tristan et Iseut de Béroul. Eh bien aujourd'hui nous allons commencer à introduire le second et dernier extrait de ce groupement de textes, et il s'agit d'un extrait d'un romancier qui se nomme Philippe Besson, qui est contemporain, c'est-à-dire qui vit encore aujourd'hui, et son roman se nomme Arrête avec tes mensonges et est paru en 2017. Je vous laisse noter tous ces titres. Comme vous en avez l'habitude, on commence par une petite biographie de cet auteur. Alors, on est très éloigné de notre Béroul du XIIe siècle, puisque là, Philippe Besson, c'est un auteur qui est né en 1967, dans une commune qui se nomme Barbezieux-Saint-Hilaire et qui est en Charente. On parlera donc d'une petite commune de province, et c'est important pour la réception de son œuvre. Alors cet auteur est connu pour être scénariste de films également, donc il est romancier. Il apparaît également fréquemment à la télévision, dans des émissions littéraires. Il a publié un grand nombre de romans. Et ce qui va avoir son importance pour nous, c'est un auteur qui n'a jamais caché son homosexualité. Jusqu'en 2017, il écrivait des romans, alors bien entendu inspirés d'épisodes de sa vie, parce que pour un romancier c'est quand même très difficile de ne pas se laisser influencer par ce qu'on a vécu, mais ce n'étaient pas des romans autobiographiques. C'était en revanche des romans qui laissaient une grande place à l'analyse psychologique. Et puis, 2017, ça marque un certain tournant, puisqu'il publie donc ce roman qui nous intéresse, Arrête avec tes mensonges, et c'est pour la première fois réellement un roman autobiographique. Il va être influencé par un épisode de sa vie qui fait que, quelque temps avant l'écriture du roman, il va rencontrer une personne qui lui fait penser à quelqu'un de son passé qui a été important pour lui. Je préfère ne pas vous en dire plus au cas où vous auriez envie de lire ce court roman qui est très abordable pour vous. Je précise une petite chose à propos du titre, Arrête avec tes mensonges. Vous remarquez que pour une fois, j'ai mis des guillemets en plus de souligner le titre. Alors souligner le titre, ça c'est une obligation pour toutes les œuvres longues. Mais en revanche, d'habitude, je vous dis qu'il est interdit de mettre des guillemets. Alors là, on a une exception, c'est que Arrête avec tes mensonges, c'est une expression prononcée par la mère de l'auteur, donc c'est une citation. C'est pour ça qu'on a ces guillemets. Donc lorsque vous parlerez de cette œuvre, il vous faudra mettre à la fois les guillemets et souligner. Je vous propose donc de vous lire quelques extraits de ce roman, afin d'abord de vous plonger dans son histoire, et peut-être aussi pour certains, de vous donner envie de le lire. Je vais faire en sorte de ne pas trop vous en révéler. Nous commençons par un extrait situé au début du roman. Plus tard donc, j'affronte la violence que provoque cette différence supposée. J'entends les fameuses insultes, au moins les insinuations fielleuses. Je vois les gestes efféminés qu'on surjoue en ma présence, les poignets cassés, les yeux qui roulent, les fellations qu'on mime. Si je me tais, c'est pour ne pas avoir à affronter cette violence. De la lâcheté ? Peut-être. Une manière de me protéger, forcément. Mais jamais je ne dévierai. Jamais je ne penserai « c'est mal » ou
j'aurais mieux fait d'être comme tout le monde, ou je vais leur mentir afin qu'ils m'acceptent. Jamais. Je m'en tiens à ce que je suis, dans le silence certes, mais un silence têtu. Fier. J'ai retenu le nom, Thomas Andrieux. Je trouve que c'est un beau nom, une belle identité. Je ne sais pas encore qu'un jour j'écrirai des livres, que j'inventerai des personnages, qu'il me faudra donner des noms à ces personnages. Mais je suis déjà sensible à la sonorité des identités, à leur fluidité. Je vais vous poser une question ou deux sur cet extrait, afin que vous le compreniez mieux. Voici le deuxième extrait. Je suis dans ce désir à sens unique, dans cet élan voué à demeurer inabouti, dans cet amour non partagé. Je le sens ce désir, il fourmille dans mon ventre, parcourt mon échine. Mais je dois en permanence le contenir, le comprimer afin qu'il ne saute pas aux yeux des autres, car j'ai déjà compris que le désir est visible. L'élan aussi, je le sens. Je devine un mouvement, une trajectoire, quelque chose qui me porte vers lui, qui me ramène à lui, tout le temps. Mais il me faut rester immobile, me retenir. Le sentiment amoureux, il me transporte, il me rend heureux, mais il me brûle aussi. Il m'est douloureux, comme sont douloureuses toutes les amours impossibles. Car de cette impossibilité, j'ai une conscience aiguë. La difficulté, on peut s'en accommoder. On déploie des efforts, des ruses, on tente de séduire, on se fait beau, dans l'espoir de la vaincre. Mais l'impossibilité, par essence, porte en soi notre défaite. Ce garçon, à l'évidence, n'est pas pour moi. Et même pas parce que je ne serais pas assez séduisant, pas assez attirant. Simplement parce qu'il est perdu pour les garçons. Il n'est pas fait pour eux, pour ceux comme moi. Ce sont les filles qui le gagneront. Je vous propose maintenant un extrait plus long et particulièrement intéressant. La séquence est assez nette. Une maison de construction récente sur le bord de la route qui conduit à Cognac. Une vaste salle à manger d'où l'on a retiré une grande partie des meubles, des dalles de carrelage beige, des décorations accrochées aux portes-fenêtres et aux lustres, des spots qui balancent leur lumière stroboscopique, à part ça une ambiance tamisée, des éclairages allumés dans le jardin attenant, situé à l'arrière, et qui rendent plus vert encore le vert d'un gazon. Des garçons et des filles, plus d'une trentaine, des cheveux un peu trop blonds ici ou là, des jeans qui laissent apparaître des soquettes blanches et des sweatshirts pour les uns, des vestes à épaulettes et des fuseaux pour d'autres, des couleurs fluo mélangées à des silhouettes gothiques. La bande-son est à l'unisson. On danse sur Wake Me Up Before You Go Go des Wham ou Footloose de Kenny Loggins. On connaît par cœur les paroles de Toute première fois de Jeanne Masse. On s'embrasse sur Time After Time de Cyndi Lauper. Et, jetant une mélancolie inattendue mais bienvenue, quelqu'un passe 99 Luftballons de Nena. C'est sur les notes mourantes de cette chanson que Thomas m'apparaît. Oui, d'un coup, il est là, au milieu de la pièce. Je ne l'ai pas vu arriver. Désormais, il occupe tout l'espace, où il le ramène à lui, le rapporte à sa seule dimension. On jurerait qu'on a éteint la lumière sur tous les autres, au moins qu'on les a précipités dans une obscurité. La première réaction, c'est la surprise, et même un peu plus, la stupeur. Je ne m'attendais pas à lui. J'ignorais qu'il était invité. Du reste, pourquoi me l'aurait-on signalé? Et qui? Quand je l'ai vu la veille, il n'a pas évoqué cet anniversaire. Mais après tout, il ne me doit rien. Notre relation est fondée sur cela, le refus de toute obligation. Moi-même, je ne lui ai rien dit. Si nous l'avions su, à l'évidence, au moins l'un des deux ne serait pas venu. La vérité aussi, c'est que je ne m'attendais pas à sa présence en ce genre d'occasion. Il est si sauvage et si rétif aux kermesses adolescentes, si peu à sa place dans un tel décor.
C'est comme une incongruité. Quelque chose de déplacé. Lui ne m'a pas encore repéré. Il est encore dans l'image non constituée, et même non envisagée. Il se tient dans la virginité, la désinvolture. Il tire sur une cigarette, regarde alentour, rapidement rejoint par un de ses amis que j'ai déjà vu, qui appartient à la même terminale. Il lui serre la main avec une sorte de négligence, comme on le fait avec les vrais proches, ceux à qui on n'a rien à prouver. Aussitôt je pense au monde dont je suis exclue, aux fraternités qu'il a construites et où je n'ai pas ma place, à ces jours ordinaires également, où je ne figure pas. L'ami incarne tout cela, le serrement de main symbolise tout cela. Moi, je suis le monde invisible, souterrain, extraordinaire. D'habitude, cette singularité me rend heureux. Ce soir, elle me fait bêtement souffrir. Car tout de même, il y a l'intimité foudroyante entre nous, parfois, l'insurpassable proximité, mais l'ignorance le reste du temps, l'absolue séparation. Une telle schizophrénie, avouez que ça peut venir à bout de la raison des plus équilibrés. Et je n'étais pas le plus équilibré. Il y a cette folie de ne pas pouvoir se montrer ensemble. Folie aggravée en l'occurrence par la situation inédite de se trouver au milieu d'une assemblée en devant se comporter comme des étrangers. Folie de ne pas pouvoir afficher son bonheur. Un pauvre mot, n'est-ce pas? Les autres, ils disposent de ce droit, ils l'exercent, ne s'en privent pas. Ça les rend plus heureuses encore, ça les gonfle de fierté. Nous, on est rabougris, comprimés, dans notre censure. On en est là quand subitement, une jeune fille se jette à son cou. Elle a surgi du nombre, vient se frotter à sa lumière. Elle y met un tel élan, une telle énergie, une telle spontanéité aussi. Cette spontanéité met une blessure, car le geste n'est pas seulement impulsif, il paraît naturel. Thomas est certes un peu surpris, décontenancé, mais se laisse faire, accepte la familiarité, l'étreinte. Il rend le baiser. Je pourrais n'y voir que la déclinaison féminine de la camaraderie qui s'est exprimée un peu plus tôt, mais la jalousie qui m'envahit, qui me submerge, me fait voir la scène tout autrement. Enfin, un dernier extrait qui devrait vous parler particulièrement en tant que lycéen vous aussi, et peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu ça. Une fois, une seule fois, on affronte un impondérable. Ma mère rentre à la maison à l'improviste. Elle est souffrante, elle a demandé à quitter le bureau plus tôt. Son patron a accepté. Elle glisse sa clé dans la porte d'entrée, on ne peut pas l'entendre du deuxième étage. Elle entre dans la maison, dépose ses affaires, son sac à main. Elle pense être seule, son fils ou son mari ne sont pas supposés être présents. C'est elle qui va nous entendre, elle qui va surprendre les échos de notre conversation dans la chambre. Elle appelle mon prénom, un peu inquiète, pour vérifier, mais pas de réponse. Nous sommes après l'étreinte, dans l'hébétude qui suit parfois l'étreinte, dans un babil sans fil conducteur. Comme je ne réponds pas, elle gravit les marches de l'escalier. Son inquiétude a grandi, ça grince sous ses pas. Le grincement, lui, on l'entend. La panique nous saisit. Elle nous pétrifie aussi. Quoi faire? Sauter du lit et provoquer un raffut, au risque d'accélérer les pas, de conforter la conviction d'une situation anormale? Ou ne pas bouger et prendre celui d'être découvert ainsi, étendu nu? Elle répète le prénom. Je comprends que c'est ma mère qui s'approche, qu'elle sera bientôt là, de l'autre côté de la porte, à 1 mètre de voir son monde s'écrouler, qu'elle va pousser la porte, que c'est inéluctable désormais. Mais pourquoi elle n'a pas peur? Pourquoi elle ne file pas? Je dis « Oui, je suis là, je travaille ». Elle dit « Mais tu n'es pas tout seul, j'ai entendu parler ». Je dis « Je suis avec un copain, on a un cours qui a sauté, on est venu ici pour préparer un exposé ». Elle dit « Ah, je ne vous dérange pas alors ». Elle n'ose pas pousser la porte. Elle n'ose pas. On est sauvé par ma faculté à inventer des mensonges plausibles finalement. Elle dit « Mais si vous voulez goûter, je vous prépare quelque chose ». Elle prépare encore des goûters à son fils de 17 ans. Je dis
Non, ça va aller, tu es gentille. J'ajoute. Ça va toi? Pourquoi tu es rentrée si tôt? Et Thomas me houspille dans un cri étouffé. Mais pourquoi tu insistes? Elle était en train de repartir. Je dis. Ça confirme que je n'ai rien à me reprocher, qu'il n'y a pas de loup. Je sais qu'il faut enrober les mensonges. Elle explique les frissons, la migraine, toujours à travers la porte. Elle dit. Je dois couver quelque chose. Et elle redescend l'escalier.